j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième vidéo sur l'alimentation. Dans la première on a parlé des bases de l'alimentation, de l'équilibre alimentaire. Et aujourd'hui on va parler des idées reçues sur l'alimentation. Pour revenir aux dernières vidéos, la semaine dernière vous avez pu découvrir Martin et sa première vidéo sur le fitness, sur l'activité physique, donc n'hésitez pas à aller la voir également. Pour revenir à notre vidéo, aujourd'hui du coup on va parler des idées reçues sur l'alimentation. Très important parce qu'on en a beaucoup et elles sont très souvent fausses, vous allez voir aujourd'hui. Si vous en avez d'autres, si vous voulez que je vous en parle d'autres que vous avez sûrement, n'hésitez pas à nous le dire, à nous le partager, je me ferai un plaisir d'y répondre la semaine prochaine ou plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas. En tout cas aujourd'hui on en a pas mal à montrer et c'est parti. La première du coup c'est le petit déjeuner est-il obligatoire? Alors oui et non, on va voir pourquoi. Oui parce que notre corps il est en jeûne depuis au moins 12 heures en fonction d'à quelle heure on a pris notre dernier repas, donc notre repas du soir. En principe c'est aux alentours de 19h-20h. Et donc notre corps il va être en jeûne, il va avoir puisé ses réserves jusqu'au lendemain si on se lève à 8h. Donc ça fera presque plus de 12 heures sans avoir mangé. Et ça risque d'être compliqué si on ne déjeune pas aux alentours de 10h-11h. Vous allez, peut-être vous l'avez déjà vécu, sentir une baisse de concentration, une baisse d'énergie, une fatigue. Et tout ça c'est parce que vous n'avez pas apporté du coup de nutriments essentiels à votre corps. Donc il n'a pas eu d'énergie. On en a parlé la semaine dernière avec les féculents notamment. C'est quand on prend un petit déjeuner la base de notre repas. Et c'est le carburant de notre corps. Du coup c'est notre essence. Donc si on n'en a pas, aux alentours de 10h-11h, on va être très vite fatigué. Une baisse d'énergie, une baisse de concentration. Je vais vous insérer un petit tableau pour vous montrer. Surtout chez les enfants, voilà, quand on prend pas de petit déjeuner, on remarque très vite aux alentours de 10h-11h. Ça sera pareil chez les adultes pour le coup. Donc il est quand même très recommandé pour éviter ça à cette heure-ci. Mais d'un autre côté, si on se réveille avec pas de faim, pas envie de déjeuner et pas le temps, c'est pas grave. Mais c'est très important de prendre une collation dans la matinée. Par exemple, si vous n'avez pas faim tout de suite à votre réveil, peut-être qu'une heure après vous aurez un petit creux. Alors dans ces cas-là, il faudra prendre une collation équilibrée bien sûr, pas trop de sucre, mais ça peut être du pain, ça peut être un yaourt, un fruit. Donc voilà, c'est important quand même d'avoir un petit quelque chose dans notre corps pour pas être en jeûne trop longtemps. On reparlera du jeûne juste à l'après, mais voilà. Faites au mieux, c'est très recommandé quand même. Vous le verrez peut-être sur votre forme, sur votre activité. Vous allez peut-être avoir beaucoup plus d'énergie avec quelque chose dans le ventre que si vous en avez pas. Pour la deuxième idée reçue, du coup, c'est les féculents font-ils grossir? Eh bien non. Les féculents, c'est la base de notre alimentation. C'est ce qui va nous faire tenir en énergie, nous donner une satiété tout au long de la journée, avec les légumes bien sûr. C'est ce qui va nous aider à tenir toute notre journée, on l'a vu précédemment et dans l'ancienne vidéo, c'est le carburant de notre corps. Donc ils vont pas vous faire grossir, sauf une consommation extrême. Si vous commencez à stocker, c'est que vous avez peut-être trop consommé. Notre corps il utilise ce dont il a besoin, tout le reste il va le stocker. Donc il faut vraiment s'écouter, écouter son ventre surtout, parce que peut-être que si vous sortez d'un repas, c'est que vous n'en avez pas assez consommé, c'est que votre repas a été trop léger, mais en même temps si vous sortez beaucoup trop lourd d'un repas, c'est que vous avez peut-être trop mangé. Donc voilà, c'est pas les féculents eux-mêmes qui vont vous faire grossir, c'est vraiment le trop et aussi les associations, il faut pas les oublier, mais par exemple, on va revenir sur le cas du pain après, avec des pâtes, si on met 3 assiettes de sauce dessus pour une assiette de pâtes, alors là oui, peut-être que votre plat va être beaucoup trop gras et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à stocker. Mais bien sûr, les féculents en eux-mêmes ne nous font pas grossir.
coup, pour rester dans les féculents, le pain est-ce mauvais? Eh bien non. Le pain, il rentre très bien dans une alimentation équilibrée, au même titre que les pâtes, le riz, donc ça reste un féculent. Il est juste très important de varier son pain. Alors souvent, maintenant, les baguettes blanches, les baguettes traditionnelles, elles ne sont plus d'aussi bonne qualité qu'il y a quelques années. Et c'est de plus en plus dur d'en trouver de bonne qualité. Donc celle-ci, au niveau de la digestion par exemple, ça va être un peu plus compliqué. Mais il y a énormément de sortes de pains, des pains au seigle, aux céréales, aux farines un peu différentes, épeautres par exemple. Voilà, il y a énormément de pains différents et c'est très important de les varier. Pourquoi? Parce que les pains complets, avec des farines un peu plus complètes, ils vont vous apporter plus de fibres, plus de minéraux. Et du coup, ils ont un peu un point de vue plus intéressant que la baguette blanche classique. Aussi, c'est par exemple le matin, pour en revenir au matin, c'est l'aliment qui va vous faire tenir toute votre matinée. En principe, on mange pas de pâtes le matin ou de riz, de pommes de terre. On va plutôt manger du pain et c'est vraiment ce qui va vous aider à tenir toute votre matinée. Donc le pain, il n'est pas mauvais du tout. Juste variez vos pains pour avoir assez d'apports en fibres, en minéraux. Attention aussi aux excès d'association. Par exemple, vous mangez un gros pâte plate de pâtes, vous n'allez pas manger un énorme pain à côté. Donc voilà, ça aussi, il faut faire attention. Mais le pain, c'est très bien. Attention par contre au pain de mie. Le pain de mie, par contre, qui est gras, parce que du coup, on y ajoute du gras, aussi du sucre. Donc il ne rentre plus vraiment dans le pain. Et c'est important de le consommer avec modération. Si vous avez envie de vous faire des croque-monsieur, ben pas de soucis, mais du coup voilà, faites attention à la qualité de votre pain de mie et à ne pas le considérer comme un pain au quotidien. Notre idée reçue suivante, c'est est-ce que le sucre roux est meilleur que le sucre blanc? Non, pas du tout, ou du moins très peu. En fait, on va souvent entendre consommer plutôt du sucre roux que du sucre blanc, parce que du coup, le sucre roux n'est pas raffiné. Alors le sucre blanc, s'il provient de la betterave, il n'est pas raffiné non plus. Le sucre blanc raffiné, ça va être le sucre roux de la canne à sucre qui est raffiné. En principe, nous, surtout en France, notre sucre n'est pas raffiné. Ce qui change entre sucre roux et sucre blanc, le sucre roux, lui, va être un petit peu plus riche en nutriments, mais quand je vous dis un petit peu, ça va être à 0,07% près. Donc vraiment, c'est pas énorme la différence. Au niveau des calories, pour un morceau de sucre blanc, on a 24 kcal, et pour un morceau de sucre roux, on en a 23. Donc autant dire, les deux, c'est du sucre. Les deux vont apporter la même partie de glucides. Je vais vous mettre un tableau juste après pour vous montrer, mais voilà. Le sucre blanc, ça va être du 99,8 et le sucre roux, ça va être du 97 et quelques. Donc vraiment, c'est pareil, il ne faut pas en consommer un plus que l'autre. Peut-être que le sucre roux va donner un peu plus de goût. Il a un petit goût en plus et il va caraméliser plus facilement, par exemple dans une pâtisserie. Donc les deux, ils sont à consommer avec modération et voilà, il n'y a pas vraiment de différence à faire entre sucre roux et sucre blanc. La question suivante, ou en idée reçue suivante, c'est est-ce que je peux remplacer le sucre par du miel et du coup en consommer plus? Alors oui et non. Oui, parce que le miel est vraiment meilleur que le sucre, d'une part parce qu'il apporte beaucoup plus de vitamines et de minéraux. C'est aussi un antibiotique naturel, on peut le voir, il y a énormément d'effets bénéfiques au miel. Il a un indice glycémique plus faible, donc l'indice glycémique ça va être la capacité d'un aliment à élever la glycémie corporelle, enfin donc dans notre corps. Le sucre il est à 100, donc dès qu'on consomme du sucre, notre glycémie va monter très très vite. Et le miel, lui, un peu plus lentement. Donc oui, c'est meilleur que le sucre blanc, ça c'est sûr, sucre blanc ou sucre roux. Mais il faut faire attention parce que le miel reste du sucre, à 80% il est composé de glucides. Donc si on rajoute 6 tonnes de miel pour un carré de sucre habituellement,
Là, il y aura plus vraiment d'effet bénéfique parce que du coup, vous allez apporter beaucoup de sucre. Donc voilà, il vaut mieux, c'est sûr, remplacer le sucre par du miel, mais toujours avec modération. La question suivante, c'est est-ce que l'huile d'olive est la moins grasse des huiles? Eh bien non, toutes les huiles sont à 100% de lipides, donc 100% de gras. Il n'y a pas d'huile qui en contiennent moins. Ce qui va différencier les huiles, c'est leur teneur en oméga 3, 6, 9, en triglycérides. L'huile d'olive, elle, est très riche en oméga 9 et en oméga 6, mais assez pauvre en oméga 3, les oméga 3 qui ont un rôle important dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Je vais vous mettre un tableau juste au-dessus pour vous montrer voilà, les compositions des différentes huiles. Ce qui est important, c'est de varier son huile. Alors vous avez énormément de sortes d'huile également. Donc pourquoi pas en consommer une pour la cuisson et plutôt une autre pour les assaisonnements, les salades. Voilà, vous avez vraiment le choix, vous en avez pour tous les goûts. Mais c'est important de savoir qu'il y a d'huile moins grasse. Donc variez vos huiles, variez vos matières grasses de cuisson. Par exemple, on préfère une huile ou une margarine pour la cuisson plutôt qu'un beurre. En assaisonnement, vous pouvez varier énormément, il y a énormément d'huile. Je vais vous mettre également un petit tableau pour vous montrer quelles huiles vous pouvez utiliser pour la cuisson, quelle huile vous pouvez utiliser pour un assaisonnement chaud et un assaisonnement froid. Mais voilà, il n'y a pas de secret, c'est que quand on varie nos matières grasses, nos huiles, qu'on retrouve tous les bienfaits nécessaires. L'idée reçue suivante, c'est que manger le gras le soir n'est pas recommandé. Eh bien c'est faux, on peut très bien manger gras le soir. Que vous mangiez gras à midi ou à 20h, votre corps va fonctionner pareil. C'est plutôt au niveau de la digestion que ça se passe. Si vous mangez une raclette, par exemple, je prends cet exemple parce que c'est un peu la saison, une raclette à 20h et que vous allez vous coucher à 21h, alors là votre corps n'aura pas eu le temps de digérer. Donc vous allez vous sentir très lourd. Il faut au moins 2 heures entre votre fin de repas et votre coucher pour vraiment avoir le temps de digérer et pas rester avec un ventre lourd pendant votre sommeil. Mais il n'y a pas voilà, de recommandations particulières. Manger plus gras le soir ne va pas vous faire prendre de poids par exemple ou ne va pas vous faire stocker plus. Ça va être éliminé pareil du moment qu'on laisse notre corps digérer pendant au moins 2 heures avant d'aller se coucher. Sinon voilà, c'est vraiment pareil. Si vous mangez beaucoup trop à midi, votre corps va stocker ce qu'il y a en trop. Et si vous mangez beaucoup trop le soir, votre corps va stocker également ce qu'il y a en trop. Il n'y a pas un meilleur moment de la journée pour pas stocker. Et voilà, c'est très important de laisser notre corps digérer, que ça soit le midi ou le soir. L'idée reçue suivante, c'est que sauter des repas fait maigrir. Eh bien, pas du tout. Ça va être un peu comme les régimes yo-yo. Alors en fait, quand on apporte des aliments normalement à notre corps, donc matin, midi, soir, notre corps va utiliser ce dont il a besoin. Si on en apporte trop, il va un petit peu stocker. Mais voilà, il va vraiment fonctionner normalement. Si on saute un repas, par exemple celui du midi, ou plusieurs repas, mais on va faire l'exemple avec un seul, on va prendre notre petit déjeuner et on va sauter le repas du midi. Alors notre corps va puiser dans toutes ses réserves, donc toutes ses réserves du matin par exemple. Il va vraiment tout puiser pour trouver l'énergie pour tenir tout le reste de la journée jusqu'au prochain repas. Parce que lui du coup il sait pas à quelle heure il va remanger. Donc il va vraiment puiser toutes les réserves. Et le soir, on va manger. Et là, il va se dire, mince, ce midi, j'ai pas eu à manger. J'ai plus de réserve, donc je vais stocker tout ce qu'on me donne. Donc on va stocker beaucoup plus, voire tout notre repas. Alors que si on mange normalement, qu'on fait 2-3 repas par jour, notre corps va pas plus stocker. Donc voilà, ne sautez pas de repas pour perdre du poids par exemple, pour bien se sentir, ça ne sert à rien. Si vous mangez encore plus du coup le soir, parce que vous avez tendance à avoir beaucoup plus faim, donc vous allez peut-être plus manger, votre corps il va vraiment stocker énormément.
Ça marche aussi dans les régimes un peu frustration, privation. Il y a des régimes où votre corps va vous interdire certains aliments, notamment je pense au régime hyperprotéiné, où il y a très peu de féculents, voire pas du tout. Votre corps va en avoir besoin. Et quand on va le priver, bah pas de souci, il va perdre parce qu'il va puiser dans ses réserves. Donc vous allez perdre du poids, mais une fois que vous allez reprendre une alimentation normale, votre corps va stocker tout ce qui lui a manqué pendant ce temps. Donc vraiment tout stocker, et c'est là que du coup on fait du gras et qu'on prend du poids. Donc je vais vous mettre un petit schéma juste pour vous montrer, mais c'est vraiment important de ne pas sauter de repas. Parce que du coup on stocke plus, donc il n'y a aucun bénéfice à part on peut faire souffrir notre corps. Donc pas du tout, ne sautez pas de repas, ça ne fera pas maigrir. Idée reçue suivante, c'est que les boissons light sont meilleures. C'est faux. Pourquoi? Parce que du coup, les boissons light, alors certes il n'y a pas de sucre, mais on a tendance à en consommer plus parce que du coup on se dit il n'y a pas de sucre donc je peux me lâcher. Je peux boire la bouteille plutôt que de boire un verre de coca. Je prends l'exemple du coca, c'est le plus fréquent. Mais du coup, voilà, la boisson light, ça va vous entretenir un goût sucré. En fait, ça va un peu feinter votre cerveau. Vous allez lui faire croire que vous allez lui apporter du sucre. Et en fait, il n'a pas de sucre. Donc lui, il va vous en redemander, jusqu'à que vous craquiez et que vous mangiez plus sucré, parce que c'est souvent ce qui arrive. On va consommer des produits light, surtout au niveau des boissons. Et après, on va faire plaisir en allant grignoter beaucoup de produits sucrés pour compenser. Donc il vaut mieux apporter un verre de boisson sucrée à votre corps, à votre cerveau, comme ça il sera content. Vous aurez eu votre plaisir et de s'arrêter là plutôt que de boire 1-2 litres de boisson light et de frustrer votre cerveau, de vous frustrer vous et de frustrer votre corps. Donc les boissons light c'est pas forcément meilleur et vaut mieux boire voilà, un petit verre de sucré et de s'arrêter là. La dernière idée reçue sur l'alimentation en général, c'est prendre un goûter revient à grignoter. Le grignotage et la collation, c'est deux choses complètement différentes. Donc c'est une idée reçue fausse. Grignoter, ça va être sous forme de pulsion alimentaire. Par exemple, on s'ennuie devant la télé, on s'ennuie chez soi, ou on a eu une frustration dans notre journée, on a eu un peu d'énervement, enfin voilà, on est stressé, on va aller prendre des aliments qui nous font plaisir pour un peu se réconforter. Ça, c'est du grignotage. Une collation, c'est quand on ressent la faim à un moment de notre journée et qu'il faut la combler. Souvent, ça nous arrive vers 16h, parce que du coup, notre repas du midi est assez éloigné et notre repas du soir n'arrive pas tout de suite. Donc on va ressentir la faim. À ce moment-là, c'est que votre repas du midi, pour le coup, n'a pas été assez important. C'est que votre corps n'a pas eu ce dont il avait besoin. Et c'est important à ce moment-là de revoir un peu son repas du midi, peut-être de le faire un petit peu plus gros, enfin de prendre un peu plus de choses. Et votre faim de 16h va peut-être disparaître. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez dépensé plus d'énergie que vous en avez consommé et que c'était pas prévu par votre corps. Donc vous pouvez prendre une collation, ça va être plutôt un féculent, un fruit ou un produit laitier, mais voilà, pas de grignotage de sucre ou de gras. Mais du coup, grignotage et collation, c'est pas du tout la même chose. On va passer au sport avec 3 idées reçues les plus courantes quand on fait du sport. La première du coup c'est il ne faut pas boire pendant un effort. Eh bien c'est faux, on le sait très bien. On se déshydrate très facilement, encore plus quand on fait du sport. Toute la transpiration c'est de l'eau, donc plus on perd d'eau, plus on se déshydrate. Et la déshydratation ça diminue les performances. Même dans votre journée normale, pas que quand vous faites du sport. Dès que vous vous sentez un peu assoiffé, dès que vous avez une envie d'eau, c'est que votre corps est déjà déshydraté et il a déjà perdu 10% de ses performances, de ses fonctions
parce que vous ne lui avez pas apporté d'eau. Donc c'est déjà important de boire en quantité toute la journée. Même si vous n'avez pas soif, buvez. Et encore plus quand vous faites du sport. Vous allez vraiment utiliser beaucoup d'eau, perdre beaucoup d'eau. S'il fait encore chaud dehors, ça va être encore plus le cas. Donc vraiment, boire pendant un effort, c'est très important. Je ferai une vidéo un peu plus complète là-dessus. Mais dans un sport collectif, par exemple, c'est un long effort. Donc c'est important de boire à chaque mi-temps. Dans un sport d'endurance tel qu'un marathon, alors là c'est très important de boire de temps en temps. Mais j'y reviendrai parce que voilà, il y a des petites spécificités sur les boissons en fonction de la température, de la sorte d'effort. Mais en tout cas, c'était important de boire même pendant un effort. L'avant-dernière idée reçue, on reste un peu dans la boisson, mais boire une bière après un effort aide à la récupération. C'est totalement faux. Alors certes, ça nous fait plaisir, on va faire un petit apéro entre coéquipiers, entre amis, mais c'est pas la meilleure solution de boire de la bière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre corps, après un effort, il va avoir chaud et il va vouloir faire redescendre la température. Alors que elle, la bière va la faire augmenter. On sait tous que quand on boit de l'alcool, notre température corporelle augmente un peu plus. On a chaud et c'est très mauvais après un effort physique de redonner encore de la chaleur alors qu'il a besoin d'en perdre. Également, la bière, c'est un diurétique. Donc ça veut dire que ça va concentrer l'urine et ça va vous donner envie d'aller aux toilettes plus rapidement. Quand on a fait un effort également, on a été déshydraté, on a beaucoup perdu d'eau, donc le but c'est de le réhydrater. Et la bière, du coup, ça fait l'effet inverse. Voilà, en plus, du coup, ça vous apporte plus de calories. La chaleur, c'est les calories, donc c'est pas vraiment l'effet bénéfique après une activité physique. Alors certes, voilà, c'est sympa, mais attendez un petit moment après votre effort pour en consommer une et buvez beaucoup d'eau entre temps. Donc c'est pas très bon, voilà, la bière, faut le dire, après une activité physique. Notre dernière idée reçue, et pas des moindres parce qu'on en entend toujours parler, mais faire du sport à jeun, est-ce recommandé ? Alors oui et non. Non, enfin oui, parce que du coup ça favorise l'utilisation du gras. Comme on le disait tout à l'heure avec le fait de sauter des repas, notre corps va encore plus puiser dans ses réserves, donc il va toucher au stock de gras. Donc certes on va utiliser le gras, ça va éviter également des problèmes de digestion. Par exemple si on fait un repas trop lourd avant de faire du sport, on va pas se sentir forcément bien. Et pour certaines personnes qui n'arrivent pas à manger avant une activité physique parce qu'elles ont des problèmes de digestion, de jeûner ça sera bénéfique, il n'y a pas de souci. On va mieux utiliser l'énergie pour notre corps, mais en même temps ça a énormément de risques, du coup voilà le pourquoi ce n'est pas vraiment recommandé. Il y a beaucoup de risques, par exemple l'hypoglycémie. Si on a eu une longue période de jeûne avant notre activité physique, on va peut-être très vite se sentir mal, notamment dans des longs sports, des sports qui durent longtemps et de l'endurance longue. Ça nous aide pas à gagner du muscle. Par exemple, en musculation, si on veut faire du muscle et qu'on n'apporte rien à notre corps va pas faire de muscle. Ça marche aussi dans des sports où on travaille beaucoup plus la musculature. Si on n'apporte rien à notre corps va ne pas avoir de matière pour fabriquer du muscle. On va avoir un risque d'augmentation de la faim tout au long de la journée, surtout si notre activité c'est le matin. Tout le reste de la journée, on risque d'augmenter ses repas, d'augmenter ses apports en aliments, parce que notre corps il a une sensation de faim plus importante que d'habitude. Donc voilà, c'est recommandé oui et non. Recommandé si c'est pour des très petites séances, inférieures par exemple à 45 minutes, avec une très faible endurance, par exemple d'aller marcher, et si c'est suivi par son entraîneur, suivi par un professionnel, suivi parce qu'on s'y connaît là-dedans et qu'on fait pas ça n'importe comment. Et du coup, ce n'est pas recommandé si, bien sûr, on n'est pas suivi, si on fait ça n'importe comment, et si on fait des gros efforts, notamment je pense au marathon, au cyclisme où c'est souvent des longues séances
au sport collectif. Donc voilà. C'est recommandé oui et non, mais c'est surtout important de se faire suivre et de bien savoir le faire. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, c'était la dernière idée reçue. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez peut-être revu vos idées reçues. Peut-être qu'il y a des choses que vous faisiez et que du coup vous aviez vu que ce n'était pas forcément bon. Donc des petites erreurs, alors c'est normal, on n'est pas tous au courant de tout. Mais voilà, c'est très important de ne pas forcément écouter les magazines. Il y a beaucoup de magazines qui vont promettre ça, ça, ça. Vous conseillez de faire ça, 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 mais c'est pas forcément des professionnels qui en parlent. Écoutez des professionnels, de vraiment faire des recherches quand vous pensez à quelque chose. Encore plus dans le sport, encore plus dans la perte de poids, dans la prise de poids. On en parle très peu, mais j'en parlerai peut-être dans une vidéo. Voilà, faites attention à ce que vous regardez, ce que vous lisez. Renseignez-vous, n'hésitez pas à poser des questions, mais voilà, nous on est là pour ça, les vidéos là sont faites pour ça. Si vous avez la moindre question, contactez-nous, n'hésitez pas, j'y répondrai sans problème. Donc moi je vous laisse sur cette vidéo. La semaine prochaine vous retrouverez Martin dans sa deuxième vidéo et nous on se retrouve très vite. À bientôt!